Et nous avons appris que Charlie Kirk a été abattu. Il s'exprimait sur le campus universitaire, où de nombreuses personnes discutaient de divers sujets, des questions sociales, des questions politiques. Suite à cette catastrophe, tout le monde semblait vouloir tirer parti de ce qui s'était passé. Certains Israéliens et ceux qui soutiennent Israël ont affirmé que, parce qu'ils soutenaient Israël, il avait été tué par la gauche. Quel est votre avis? Quelle est votre compréhension de la situation? Existe-t-il encore une droite et une gauche? Y a-t-il encore quelque chose qui sépare les gens? Je ne le vois pas. Je ne vois pas de droite ni de gauche. Je ne vois pas cela en Europe. Je ne le vois pas dans le pays où je vis, au Brésil. Je ne le vois pas aux États-Unis. Je pense que c'est vraiment simpliste de juger les gens selon la droite ou la gauche. C'est bien plus profond que ça. Qu'en penses-tu? Eh bien, tu sais, j'ai longtemps pensé que la division gauche-droite était une fausse dichotomie. Parce que j'ai grandi dans le monde communiste, dans l'ex-Yougoslavie, sous le gouvernement communiste à parti unique, et à l'école, nous devions étudier le marxisme. Ensuite, je suis allé en Occident à l'âge de 17 ans, et le reste de mon éducation était très axé sur le capitalisme. J'ai étudié l'économie à l'université, puis je suis devenu négociant en pétrole, et plus tard, gestionnaire de fonds spéculatifs. Donc je ne suis pas, je ne suis pas attaché à ces clivages idéologiques. Partial to these ideological divides, but also the more you understand. Mais aussi, plus on comprend les véritables enjeux, plus on se rend compte qu'ils sont complètement faux. Les gens en Occident pensent qu'ils vivent dans un monde capitaliste et que des endroits comme le Venezuela, la Chine, l'ex-Union soviétique et les pays de l'Est avaient un système socialiste. En réalité, les systèmes étaient exactement les mêmes. Ils reposaient sur exactement le même système monétaire. Et ces stats consomment de réflexion, les nature, disons la nature des dépenses publiques. Well, let's say the nature of government spending. So in the systems that we call socialist. Ainsi, dans les systèmes que nous appelons socialistes, le gouvernement dépense de manière ascendante, c'est-à-dire que l'argent est distribué aux programmes sociaux, disons, des retraites plus généreuses, une meilleure couverture santé, l'éducation et ce genre de choses. Alors que dans ce que nous appelons un système capitaliste, les dépenses publiques vont du haut vers le bas, c'est-à-dire qu'elles sont dirigées vers les grandes entreprises. Principalement les grandes banques, le complexe militaro-industriel, l'agro-industrie, les grands groupes pharmaceutiques, et ainsi de suite. Ils sont tous très très fortement subventionnés par l'État. Et personne ne s'en plaint. Parce que si l'argent va déjà aux riches, appelons-les les grands groupes et les détenteurs d'obligations, alors tout le monde trouve ça fantastique. Then everybody thinks that's fantastic. That's how things should be. But basically, c'est ainsi que les choses devraient être. Mais fondamentalement, c'est là la différence. Et je pense que toute la division gauche-droite n'est qu'une construction idéologique destinée à distraire les gens en les faisant débattre des mauvais sujets. J'ai remarqué que beaucoup de personnes ont réagi à l'assassinat de Charlie Kirk comme s'il s'agissait de violence de gauche. Cela n'a rien à voir avec quoi que ce soit de gauche. Le conflit, c'est très important de le garder à l'esprit, et toi et moi en avons déjà discuté plus d'une fois. Le conflit oppose deux systèmes de gouvernance. The conflict is between two systems of governance. And those two systems of governance are the... Et ces deux systèmes de gouvernance sont d'une part l'approche oligarchique occidentale et colonialiste, qui vise toujours à bâtir un empire de colonies à travers le monde, et d'autre part, le reste de l'humanité, tant des pays comme la Russie, la Chine, l'Iran, le Brésil, l'Afrique du Sud, etc., que les populations nationales elles-mêmes. Car si les populations nationales ne sont pas favorables à ce système de gouvernement oligarchique, qui prévaut particulièrement en Europe occidentale, dans les anciennes nations coloniales, comme la France et la Grande-Bretagne principalement, mais aussi aux Pays-Bas, en Allemagne et dans d'autres pays,
alors ce système réprime également ses propres populations, ce que l'on observe partout. Nous venons d'assister à des affrontements très violents entre manifestants français et police française, ce qui est devenu courant. Nous avons vu la même chose en France. Le parti AfD, qui n'est pas favorable au système globaliste, vient de perdre 14 de ses candidats dans une même région, tous décédés subitement en l'espace de 2 semaines, ce qui est statistiquement presque impossible. Nous avons eu, en France, l'opposition à l'Assemblée nationale menée par Marine Le Pen. En gros, elle a été interdite par les tribunaux français de participer aux élections présidentielles. Il y a eu une tentative d'assassinat contre Robert Fico. Il y a eu la disqualification de Călin Georgescu en Roumanie, et ainsi de suite. Et qu'ont tous ces gens en commun? Ils s'intéressent à la souveraineté de leur nation. Ils veulent retrouver la souveraineté de leur pays. Et en cela, ils s'opposent au système globaliste de ces oligarchies d'Europe occidentale, qui sont aussi présentes d'ailleurs dans d'autres endroits, comme la Roumanie, le Japon, les États-Unis, etc. Ils ont leurs satellites partout. Wall Street est l'un des satellites les plus puissants de ce système oligarchique, qui est toujours d'ailleurs enraciné dans les oligarchies de prêteurs d'argent. Ce n'est pas n'importe quel type d'oligarchie. Ce sont particulièrement les prêteurs, le cartel bancaire, les banques trop grandes pour faire faillite, les personnes qui les contrôlent. Ce n'est pas, vous savez, c'est caché. Donc parfois les gens disent, « Eh bien, pourquoi ne donnez-vous pas de nom ?» Eh bien, je ne connais pas les noms parce qu'ils sont gardés secrets, et même le Congrès américain ne peut pas obtenir ces noms pour savoir exactement à qui il a affaire. Mais nous savons que certaines familles reviennent sans cesse, comme les Rothschild, les Rockefeller, les Mellon, les Fairchild, et ainsi de suite. Nous en savons un peu à ce sujet, mais tout cela reste vague et nébuleux. Mais voici l'opposition. Ce sont les oligarchies des puissances d'Europe occidentale et des États-Unis, opposées à tous les autres, pas seulement à d'autres nations comme la Russie et la Chine, mais aussi à toute personne qui s'oppose à elles, même sur le plan intérieur. Je pense donc que Charlie Kirk était un leader d'opinion important, un militant et influenceur majeur aux États-Unis, qui soutenait Trump, dont l'activisme visait à ramener les États-Unis à leurs racines républicaines, à protéger la souveraineté américaine, sans la brader aux mondialistes. Et il a fini par se faire tuer. Cela n'a rien à voir avec le fait qu'il soit à droite du centre et qu'il ait été tué par ceux qui sont à gauche du centre. Cela a tout à voir avec le fait qu'il s'opposait implicitement au système de gouvernance mondialiste. Et alors, qui exactement l'a tué? Nous ne le savons pas, mais apparemment, lui-même craignait d'être tué par les Israéliens, même si pendant très longtemps, il a été un fervent défenseur et soutien d'Israël, même durant ce génocide. Mais il était aussi sur la liste d'assassinats en Ukraine, je crois, ou quelque chose comme ça. Il était sur leur liste. Et, d'après les commentaires que je vois en ligne, beaucoup de gens disent que non, ce n'était absolument pas un gauchiste mécontent. C'était un professionnel, un coup monté bien planifié et bien coordonné. Donc je ne gaspillerai pas d'énergie à blâmer les gauchistes. C'est un autre problème auquel nous sommes confrontés. Voici une partie de ce qu'il a dit dans le PBD Podcast, le podcast de Patrick Bet David, à propos d'Israël. Alex. Podcast about Israel, Alex. The whole country is a fortress. When I first heard this Tout le pays est une forteresse. Quand j'ai entendu cette histoire pour la première fois, j'ai eu le même instinct que d'habitude. J'ai vraiment du mal à y croire. Je suis allé à la frontière de Gaza. On ne peut pas faire 10 pas sans tomber sur un jeune de 19 ans armé d'un AR-15 ou d'une mitrailleuse automatique, qui est un soldat de Tsahal. N'est-ce pas? Tout le pays est sous surveillance. Laissez-moi donc expliquer cela.
On ne parle pas souvent de la politique israélienne, et la plupart des Américains ne le savent pas. Depuis 9 mois, Israël est au bord de la guerre civile. Ce n'est pas une exagération. Cette histoire judiciaire, il y avait des centaines de milliers d'Israéliens dans les rues parce que Bibi Netanyahou était en train de redéfinir la constitution israélienne. Ce n'est pas une exagération, n'est-ce pas? The Israeli Constitution. That's not an exaggeration, right? He said the judicial branch has too much power. Il a dit que le pouvoir judiciaire a trop de pouvoir. Des manifestations étaient prévues cette semaine contre Netanyahou, où l'on s'attendait à ce que des dizaines de milliers de personnes descendent dans la rue. Tout cela a disparu, Patrick. Netanyahou a maintenant un gouvernement d'urgence et un mandat pour diriger. Je ne suis pas prêt à aller jusqu'à dire que Netanyahou savait ou qu'il y avait des renseignements ici, mais je pense que certaines questions doivent être posées. Y a-t-il eu un ordre de ne pas intervenir? Y a-t-il eu un ordre de ne pas intervenir pendant 6 heures? Je n'y crois pas. Israël a la taille du New Jersey. Quand j'ai pris un hélicoptère de Jérusalem à la frontière de Gaza, cela a pris 45 minutes. 6 heures. Il diffusait en direct le massacre de Juifs. Quelqu'un au gouvernement a-t-il dit « n'intervenez pas ». C'est une question légitime, qui n'a rien d'une théorie du complot. Tout le pays, c'est l'armée israélienne. Tout le pays. Et vous essayez de me dire qu'ils vont à des concerts, dans des kibbutz, dans des écoles, et qu'ils ne font que signaler. Oui. Ce sont exactement le même genre d'arguments que nous avons ici dans ce podcast, Alex. Ce n'est pas très différent de ce que nous faisons et de ce dont nous parlons. Et oui, exactement. Sauf que Charlie Kirk avait une audience bien plus large. Il était américain. Son organisation, Turning Point USA, était très proche de Donald Trump. Je pense qu'ils ont mobilisé une grande partie de l'opinion publique américaine en faveur de Donald Trump. Donc peut-être qu'au moins aux États-Unis, il a eu un rôle beaucoup plus important. Et puis, il a commencé comme un fervent soutien d'Israël, ce qui signifie qu'il a probablement reçu un très bon accueil, une très bonne acceptation de la part du groupe pro-israélien aux États-Unis. Donc, le voir se retourner et commencer à douter pourrait amener beaucoup de ses soutiens israéliens à faire de même. Donc en ce sens, tu sais, parce que toi et moi avons peut-être été du même côté pendant longtemps. Je veux dire, j'ai pensé que c'était une opération sous fausse bannière dès le premier jour, parce que je connais un peu cette frontière de Gaza. J'ai un ami qui faisait partie de l'armée israélienne, dans le renseignement, et qui a travaillé précisément à la frontière de Gaza. Et cette personne m'a dit à 100% que c'était une attaque sous fausse bannière. Il n'y a aucune chance que cela ait pu se produire. J'y étais. J'ai travaillé à cette frontière. Pas une chance. Et puis tu sais, si tu as fait attention, j'ai trouvé 7 autres témoignages d'anciens soldats et commandants de l'armée israélienne qui connaissaient cette frontière et qui ont dit la même chose. Il n'y a pas la moindre chance que ce ne soit pas un coup monté, qu'il n'y ait pas eu un ordre de ne pas intervenir. Et je pense qu'entre-temps, quelqu'un est même sorti pour dire, pour confirmer, non, nous avions bien reçu un ordre de ne pas intervenir. Donc c'est clair. Mais Charlie Kirk est d'une autre trempe. C'était un vrai croyant qui a commencé à perdre la foi. Et beaucoup de vrais croyants l'écoutent. Donc s'il commence à douter, alors il commence à se poser des questions, à réfléchir. Et alors le soutien large à Israël aux États-Unis pourrait commencer à s'effriter. Qui sait, les Ukrainiens l'avaient aussi mis sur leur liste noire. Mais une fois que vous comprenez cette perspective, qu'il s'agit d'un conflit entre l'ordre mondial fondé sur des règles, ce système oligarchique de gouvernance et tous les autres, alors vous comprenez que le conflit en Ukraine et le conflit en Israël sont 2 champs de bataille d'une même guerre. Il n'est donc pas surprenant que le gouvernement de Kiev et celui de Jérusalem ou de Tel Aviv soient tout aussi irrités par Charlie Kirk et veuillent sa mort.
Alex, pour revenir à notre sujet, puisque nous parlons de Charlie Kirk, beaucoup de gens discutent de ce qui se passe. Et cette mentalité droite-gauche aujourd'hui en Europe, admettons-le. Lorsqu'il s'agit de Macron, Starmer, Merz, peut-on dire, qui sont ces personnes? When it comes to Macron, Starmer, Merz, can we say who are these people? They're left, they're right. There is nothing there. Why Ils sont de gauche, ils sont de droite. Il n'y a rien là. Pourquoi devrions-nous nous intéresser à ce genre d'arguments, à des discussions dont nous savons qu'elles sont une perte de temps? Eh bien oui, voyez-vous, je viens de mentionner les gouvernements à Kiev et à Jérusalem, et ils ne sont pas de gauche, ce sont des fascistes. Et puis, si vous regardez les gouvernements à Berlin, à Paris, à Londres, eux aussi sont fascistes. À Berlin, vous avez Friedrich Merz, qui est l'ancien PDG de BlackRock Allemagne, n'est-ce pas? Et puis à Paris, au Palais de l'Élysée, vous avez Emmanuel Macron, qui est un ancien banquier de chez Rothschild. Et puis en Grande-Bretagne, vous avez Keir Starmer, qui n'est pas un ancien banquier, mais il est avocat. Et il est le serviteur de Tony Blair. Tony Blair est la grande éminence, l'éminence grise derrière le gouvernement Starmer, et l'homme qui tire réellement les ficelles. The man who actually pulls the strings. And Tony Blair is... Et Tony Blair est une figure incontournable de la City de Londres, qui est, vous savez, le siège du cartel bancaire mondial, n'est-ce pas? Et puis vous savez, après avoir terminé son mandat, après avoir pris sa retraite en tant que Premier ministre de Grande-Bretagne, il a obtenu un poste de conseiller chez JP Morgan à 5 millions de livres par an. Je ne sais pas sur quoi il les conseillait, mais il leur a bien livré la guerre en Irak avec son fameux dossier trafiqué sur Saddam Hussein, censé pouvoir atomiser Londres en 45 minutes. Voilà, c'était Tony Blair. Et je pense qu'il était le chef. C'est à lui qu'on avait confié la mission de livrer cette guerre. George Bush et son gouvernement semblaient être aux commandes, mais je n'en suis pas convaincu. Tony Blair était très impliqué. Et ils avaient des liens très étroits, vous savez, cette relation spéciale. Vous ne savez pas exactement comment cela fonctionne, mais nous savons qu'ils entretiennent des liens extrêmement étroits, ou du moins ils en avaient, jusqu'à l'arrivée de Trump, avec tous les gouvernements, avec George W. Bush, Obama, Clinton et Biden. Alex, nous avons eu Israël qui a attaqué le Qatar, et cela a d'une certaine manière bouleversé la donne pour le Moyen-Orient, pour la géopolitique de la région, pour ce qui s'y passe. Et ce n'est pas la Syrie. Ce n'est pas Bachar al-Assad, ce n'est pas le Liban, et ce n'est pas le Yémen. C'est l'un des alliés les plus importants des États-Unis au Moyen-Orient, et ils ont attaqué, ils ont échoué à assassiner les dirigeants du Hamas. Et voici ce qu'a dit Netanyahou. Nous avons également eu l'ambassadeur israélien aux États-Unis qui a laissé entendre qu'ils allaient poursuivre cette mission d'assassinat. Mais voici ce qu'a dit Netanyahou. Ils devraient applaudir Israël pour avoir défendu ces mêmes principes et les avoir mis en pratique. Et je dis au Qatar et à toutes les nations qui abritent des terroristes, soit vous les expulsez, soit vous les traduisez en justice. Parce que si vous ne le faites pas, nous le ferons. We will. Yeah. It seems that they're not backing down. They're going to attack again Oui. and again. Il semble qu'ils ne reculent pas. Ils vont attaquer encore et encore jusqu'à pouvoir assassiner ces personnes. En ce qui concerne l'attaque contre le Qatar, je pense que la gravité de ce qui s'est passé est énorme pour la région. Comment pouvons-nous comprendre cela? Comment voyez-vous les conséquences de ce genre d'acte pour les États-Unis, selon vous, principalement? Eh bien, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir fait écouter Benjamin Netanyahou. Vous me prenez toujours au dépourvu avec ce genre de choses. Mais vous savez, l'hypocrisie de cet homme est tout simplement hors norme. Car Benjamin Netanyahou est le parrain du Hamas. Il a en fait coordonné avec le Qatar pour le financement et il a fait pression sur le Qatar pour qu'il continue à financer le Hamas, même lorsque les Qataris avaient des réticences et ne voulaient plus continuer à financer le Hamas.
So now he's there fulminating against Qataris for Alors maintenant, il fulmine contre les Qataris pour avoir hébergé des terroristes. C'est exactement l'organisation que vous avez contribué à faire naître, Monsieur Netanyahou, et que vous avez insisté pour continuer à financer. Pour quelle raison? Pour empêcher la formation d'un État palestinien. Il voulait donc financer un groupe qu'il voulait transformer en, vous savez, des fanatiques djihadistes, ou du moins les présenter comme tels. Il voulait un tel groupe afin de pouvoir dire qu'il n'y avait personne avec qui négocier. Et ensuite, s'assurer que le Hamas et le Fatah en Cisjordanie ne se parlent pas, qu'ils restent en conflit l'un avec l'autre. Mais vous savez, à propos du Qatar, il y a une chose qui, pour une raison que j'ignore, est systématiquement passée sous silence dans les médias occidentaux traditionnels. C'est que le Qatar est un ami très proche et un allié de l'establishment de la politique étrangère britannique et du gouvernement britannique. Le Qatar dispose de 2 bases aériennes qu'il utilise en Grande-Bretagne, où les pilotes d'avions qataris sont formés par des pilotes de la RAF. Je pense que le Qatar est à peu près le seul pays au monde à avoir 2 bases militaires à sa disposition en Angleterre, ou, d'accord, en Grande-Bretagne, pardon. Et il coopère de très près en matière de partage de renseignements. Le Qatar a été la base principale de cette partie de la direction du Hamas, qui ne vivait pas vraiment à Gaza. Il vivait à Doha, dans un luxe ostentatoire. Des personnes comme Khaled Mekal, Ismail Haniyeh et d'autres. Ils voyageaient en jet privé, séjournaient dans des complexes hôteliers 5 étoiles. Ils ne partageaient pas le sort du peuple palestinien à Gaza. Et lorsque l'attaque a eu lieu mardi au Qatar, ma première réaction instinctive a été de penser qu'il s'agissait d'une attaque contre Trump. Et vous savez, ma première question a été « À qui profite cette situation ?» Et ce n'est pas à Trump. Vous savez, autant de gens aiment détester Trump. Cela a potentiellement porté un coup fatal à sa crédibilité, car ce n'était pas la première fois qu'il tombait dans ce piège. En juillet, l'administration Trump négociait avec les Iraniens, puis les Israéliens ont attaqué les négociateurs iraniens et en ont tué plusieurs. Donc c'était la 2e fois qu'il tombait exactement dans le même piège. Quoi qu'il en soit, alors que je me posais la question, la nouvelle est tombée qu'un avion de surveillance de la Royal Air Force britannique tournait au-dessus de Doha pendant des heures au moment où les attaques ont eu lieu. Et puis nous avons aussi vu que Trump était très embarrassé. Il disait « Je ne suis pas très content de cela ». Ensuite, il a appelé les Qataris et a fait une déclaration sur ce qu'il avait dit. Peut-être est-ce qu'il leur a dit. Mais en gros, l'essentiel était que cela ne se reproduirait plus jamais et qu'ils allaient signer un nouvel accord de coopération militaire avec le Qatar. Et puis, presque immédiatement après, Netanyahou intervient et dit « Non, nous referons cela ». Ils contredisent donc directement Trump sur ce point et le défient, sapant ainsi sa crédibilité. C'est donc un énorme problème, mais pour une raison quelconque, le rôle des Britanniques n'est jamais examiné. Cela passe toujours sous le radar. Et tous les commentaires et toute la virulence finissent par être dirigés contre les Américains, et maintenant, en particulier, contre Trump. Je pense que nous devons regarder de beaucoup plus près ce que font les Britanniques. C'était leur avion de surveillance qui survolait Doha, exactement de la même manière que les avions de surveillance de la Royal Air Force britannique survolent Gaza presque tous les jours. Et nous savons qu'ils partagent des renseignements avec les FDI en temps réel. On peut supposer qu'ils leur fournissent des renseignements de ciblage afin que les Israéliens sachent où larguer les bombes. À mon avis, cela pourrait être exactement la même raison pour laquelle l'avion de la Royal Air Force survolait Doha mardi. Donc vous savez, les gens se sont déchaînés contre Trump.
En partie, il l'a mérité, parce qu'il n'a pas très bien géré la situation. Mais je pense que le rôle des Britanniques doit être examiné de beaucoup plus près. I think that the British role has to be scrutinized a lot more closely. I think that was a we can say Je pense que c'était, they attack and eh bien, it on peut was dire qu'ils ont été they attaqués, left the room et il a to été rapporté negotiate. dans les médias qu'ils ont quitté la salle de négociation parce qu'ils étaient en train de prier. Ils sont partis prier, et c'est pour cela qu'ils ont laissé leur téléphone portable lorsque les Israéliens les ont attaqués. Mais à mon avis, c'était une énorme opération de renseignement au Qatar. Et qui est derrière tout ça? C'est la grande question. Il y a des rumeurs selon lesquelles les services de renseignement turcs auraient réussi à les prévenir avant que cela ne se produise au Qatar, à la toute dernière minute, dans les derniers instants de l'attaque. C'est pourquoi ils n'ont pas pu organiser une évacuation complète des lieux. Oui, c'est exact. Apparemment, c'est le MIT turc qui a informé la délégation du Hamas ou les Qataris que l'attaque allait avoir lieu à la dernière minute, ce qui leur a permis de l'éviter et de survivre. Je ne comprends pas pourquoi Trump et ses partisans ont essayé de s'approprier cela en disant « Oh oui, nous ». En réalité, c'est Netanyahou qui a déclaré que les Américains avaient donné le feu vert à l'attaque. Puis Trump a dit « Eh bien, nous avons informé le Qatar à l'avance ». Mais il s'est avéré qu'ils ont prévenu les Qataris 10 minutes après que l'attaque ait déjà eu lieu, ce qui signifie qu'ils n'étaient pas au courant non plus. Ils ont été pris par surprise, piégés, je suppose, par les Israéliens et les Britanniques. Et vous savez, cela risque de détruire la crédibilité de Trump, car qui acceptera désormais de négocier quoi que ce soit avec les Américains, avec son administration? On risque sa vie en négociant avec eux. You're putting your life at risk if you negotiate with them. And even if Trump is not doing it, even if it's not Trump or Hegseth or Et même si Trump ne le fait pas, même si ce n'est pas Trump, ou Hegseth, ou, comment il s'appelle, Marco Rubio, ou Witkoff, mais peut-être que leur administration est tellement infiltrée par des espions et des informateurs qu'ils ne peuvent même pas négocier quoi que ce soit avec qui que ce soit sans que les Britanniques ou les Israéliens soient au courant. Alors c'est un énorme problème qu'ils doivent résoudre. Mais nous verrons ce qui se passera. Car je pense que les Qataris n'auront pas d'autre choix, aucune option, que d'essayer de recoller les morceaux avec les Américains. Je pense qu'ils devront peut-être repenser leurs relations avec les Britanniques. Parce que si je sais que des avions britanniques survolaient Doha au moment des attaques, alors ils le savent, les Russes le savent, les Américains le savent maintenant, les gens du Hamas le savent. The Americans know it now. The Hamas people know it. I think that, you know, the silver. Je pense que le point positif dans cet événement, c'est qu'il a permis de mettre en lumière qui est l'incendiaire de la paix dans la région. En tête de liste, à mon avis, se trouve toujours l'establishment de la politique étrangère britannique. Je tiens à souligner qu'il s'agit du gouvernement britannique et non du peuple britannique. Car à mesure que les gens prennent conscience du rôle du Royaume-Uni, il faut comprendre que les Britanniques eux-mêmes sont maintenus dans l'ignorance à ce sujet, qu'on leur ment et qu'on les soumet à la propagande. Le conflit entre ces deux systèmes de gouvernance ne vise pas seulement les nations étrangères, mais aussi leur propre population. Et maintenant, nous voyons des mouvements sociaux commencer à prendre de l'ampleur au Royaume-Uni, à mesure que les gens réalisent ce qu'on leur fait subir également.